Ella essuya la sueur de son front et baissa les yeux sur ses mains, couvertes d'ampoules, fatiguée, témoin d'un énième service raté au restaurant. Désolé, Ella. On ne peut pas continuer à te laisser assurer 3 rôles et en payer un seul, avait dit son manager en haussant les épaules, comme si l'empathie était au menu. Elle se tenait maintenant dans le froid, serrant fermement une fine veste tandis que la brise poussiéreuse de Karachi frappait ses baskets usées. Son sac à dos, lourd de CV refusés et de factures impayées, la traînait comme une seconde colonne vertébrale. La maison n'était pas loin, à seulement 30 minutes de marche par 2 ruelles, devant une boulangerie hors de prix et la maison dont elle avait toujours rêvé. Elle ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle se retrouva à la bibliothèque municipale où les ordinateurs étaient vieux, mais le Wi-Fi était gratuit. Il était 21h17, son heure habituelle. Il était temps d'échapper à la réalité. Elle se connecta à son compte anonyme sur le forum d'art, son seul refuge ces derniers temps. Un message l'attendait. Arsoul 23. Tu es encore réveillé, Starsketch? J'ai peint quelque chose aujourd'hui. C'est sûrement un désastre. Son cœur battait fort. Elle ignorait son vrai nom. Il ignorait le sien. Mais depuis 7 mois, leur conversation nocturne était son seul rayon de soleil. Starsketch. Voyons voir. Même tes erreurs valent mieux que les chefs-d'œuvre de la plupart des gens. Il a envoyé un croquis, abstrait mais émouvant. Le regard triste. Une fille aux cheveux en bataille sous la pluie, tenant un tournesol. Ça lui ressemblait. Arsoul 23. Je l'appelle, j'ouvre une tempête. Starsketch. On dirait qu'elle est sur le point d'abandonner. Mais elle ne le fera pas, Arsoul 23. Toi non plus. Elle fixa cette phrase un long moment, les larmes aux yeux. C'était ridicule que quelqu'un qui ne connaissait même pas son nom puisse la voir aussi clairement. Elle répondit. Bonne nuit, étranger. J'espère qu'un jour, quelqu'un comme elle entrera dans ta vie. Arsoul 23. Peut-être l'avait-elle déjà fait. Ses joues s'empourprèrent, mais avant qu'elle puisse répondre, les lumières de la bibliothèque clignotèrent, l'heure de fermeture. Elle se déconnecta et rangea ses affaires. Retour à la réalité. À la maison, l'électricité avait de nouveau été coupée. Sa mère, allongée dans son lit, toussait doucement dans le noir. Ella s'assit à côté d'elle et murmura, devine quoi, Oma? Quelqu'un a fait un portrait de moi ce soir. En quelque sorte. Sa mère, à moitié endormie, sourit. Était-il beau? Ella rit. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu son visage. Eh bien, dit sa mère en se retournant, parfois le cœur reconnaît ce que les yeux n'ont pas encore croisé. Le lendemain matin, le miracle se produisit. Tante Nazrin, une amie de sa mère, appela et lui dit. Un martien de Guchan recherche une femme de ménage à temps plein. Il recherche quelqu'un de calme, respectueux, quelqu'un comme toi. Ella cligna des yeux. Guchan. C'était le côté riche de la ville. Le côté martien. Elle a failli refuser. Mais le loyer était en retard. Les médicaments commençaient à manquer. Et Hope n'acheta rien. À midi, elle était devant le portail d'une maison si grande qu'on aurait dit que la famille royale l'avait construite comme résidence d'été. Des murs couleur crème pâle. Des fenêtres cintrées. Une fontaine qu'elle n'osait pas regarder directement, de peur de se faire payer pour l'avoir regardée. Le majordome, oui, un vrai, ouvrit la porte. Tu dois être la nouvelle bonne. Il ne l'a pas dit gentiment. Plutôt une réalité acceptée à contre-cœur. Elle le suivit à l'intérieur, ses pas résonnant contre le sol en marbre et les lustres qui lui avaient probablement coûté plus cher que sa vie. C'est l'élait. On n'est pas autorisé à dépasser ce couloir, sauf sur invitation. Tu nettoies, tu fais la lessive et tu n'interfères pas avec l'invité. Invité. Était-ce un manoir ou un musée? Elle hocha vivement la tête, essayant de se souvenir de son entraînement dans tous les feuilletons qu'elle avait vus. Regardez vers le bas. Parlez doucement. Fondez-vous dans la masse. Mais alors même qu'on lui montrait ses quartiers, petits, propres, étonnamment confortables, son regard ne cessait de dériver vers la porte fermée au fond du couloiret. L'aile interdite. Quelque chose l'attirait. Elle n'a pas rencontré le propriétaire ce jour-là. Mais elle l'a entendu. Sa voix. Aiguë. Coupée. Bas. Derrière la porte,
j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'interruption pendant les réunions. Aucun membre du personnel ne devrait se trouver dans cette salle après 18 heures. Il faisait froid, autoritaire et étrangement familier. Elle s'en débarrassa. Ce soir-là, après son service, elle s'est faufilée dans le garde-manger du personnel et s'est connectée au Wi-Fi avec le mot de passe du jardinier. Il aimait la K-pop, Samy 007. Un message l'attendait à nouveau, Alam 23. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation? Comme si vous vous trouviez dans un endroit inconnu, mais que votre âme connaissait déjà l'endroit. Son cœur fit un bond. Croquis d'étoiles. Je viens de commencer un nouveau travail aujourd'hui. Dans un endroit comme celui-là. On dirait un rêve ou un piège. Assoul 23. Parfois, rêve et piège sont identiques. Ce sont les gens qui font la différence. Elle sourit à l'écran. Il savait toujours exactement quoi dire. Ce qu'elle ignorait. C'était juste au bout du couloir, derrière la porte interdite. L'âme 23 fixait aussi son profil. Son vrai nom. Eden Carter. L'homme qui possédait le manoir. L'homme pour qui elle travaillait désormais. L'homme qui, sans le savoir, était tombé amoureux d'elle, 2 fois. Une fois, en tant qu'étranger. Et maintenant, en tant que servante. La première fois qu'Ella le vit en personne, elle laissa tomber un plateau de verre en cristal. Ils se brisèrent comme des feux d'artifice sur le sol en marbre. Elle n'était pas maladroite, du moins pas d'habitude. Mais il y avait quelque chose dans sa façon d'entrer dans la pièce qui déformait la gravité elle-même. Ce n'était pas seulement sa taille ou son coûteux costume noir taillé comme une armure. C'était l'énergie. Froid. Silencieux. Autoritaire. Il ne parla pas tout de suite. Il la regarda simplement. Ses yeux sombres, indéchiffrables, perçants, distants. Une pause. Et puis la prochaine fois que vous cassez quelque chose, déduisez-le de votre salaire. Ou alors, débrouille-toi. Et comme ça, il disparut. Elle resta figée tandis que le majordome soupirait derrière elle. C'est Monsieur Carter, murmura-t-il. Elle se pencha pour ramasser les morceaux, les mains tremblantes. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Mais quelque chose dans sa voix résonnait. Plus profond que le son. Familier. Trop familier. Cette nuit-là, allongée dans son petit appartement, elle rejouait ces mots dans sa tête. Pas ces mots. Sa voix. Et puis elle entendit une autre voix, une voix qu'elle n'avait jamais entendue à voix haute, seulement lue à l'écran. Et si? Non. C'était impossible. Aidan Carter était milliardaire, PDG de plusieurs entreprises technologiques, et récemment nommé l'un des célibataires les plus intouchables sur un blog de potins en ligne qu'elle détestait. À 23 ans, il était un artiste au ton humble, qui publiait des croquis mélancoliques et des citations comme « Tout ce qui est caché n'est pas destiné à rester perdu ». Ils n'avaient rien en commun. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Le lendemain, Ella évita l'aile et comme si elle était maudite. Elle se concentra sur le polissage de vases anciens et le pliage de serviettes en triangle si tranchant qu'il pouvait couper le verre. Le personnel parla peu de Monsieur Carter. Certains disaient qu'il dormait rarement. D'autres affirmaient qu'il avait un jour licencié toute une équipe de jardiniers pour avoir taillé ses rosiers de manière trop émotionnelle. Mais personne n'osait poser de questions. Pourtant, la curiosité brûlait en elle. Et s'il était vraiment l'homme derrière ce pseudonyme? Cela semblait fou. Et pourtant, à 23 ans, elle avait décrit une récente blessure au dos. Monsieur Carter boitait légèrement. À 23 ans, il avait dit qu'il dessinait la nuit parce qu'il n'arrivait pas à dormir. La lumière du bureau de Monsieur Carter était toujours allumée à 2 heures du matin. Coïncidence? Ou quelque chose de plus profond? Plus tard dans la soirée, elle passa devant la salle à manger au moment même où il entrait par l'autre côté. Les regards se croisèrent. Et le temps ralentit. Elle aurait dû détourner le regard. Au lieu de cela, elle parla. « Voulez-vous du thé, monsieur ?» Son front se fronça. Légèrement. « Tu ne me sers pas de thé, dit-il sèchement. Tu nettoies. Discrètement. Je nettoie très bien avec du thé, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Ses lèvres tressaillirent presque. Puis il s'éloigna. De retour dans sa chambre, elle ne pouvait s'empêcher de secouer la tête.
Qu'est-ce que c'était? Du flirt. De la folie. Elle avait besoin d'être rassurée. Elle avait besoin de lui. Elle ouvrit son téléphone et se connecta au forum. Croquis d'étoiles. Certaines personnes parlent comme des yeux. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui entre dans une pièce et dont tous vos mots s'évanouissent? À 23 ans. J'ai rencontré quelqu'un comme ça une fois. Je pensais que c'était juste une inconnue, jusqu'à ce qu'elle commence à ressembler à quelqu'un que je connaissais. Elle s'est figée. Cette réponse. Était-elle générique? Où était celui? Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Avez-vous déjà pensé qu'une personne réelle pourrait être votre ami en ligne? Un silence. Il a répondu, avant, je croyais que c'était impossible. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Le lendemain matin, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sur une petite table près de l'entrée se trouvait un carnet de croquis. Il était resté ouvert. À peine visible. On y voyait une fille, délicate, sans détails. Mais ses yeux étaient étrangement familiers. Larges. Curieux. Et effrayés d'être remarqués. On aurait dit elle. Elle s'approcha, ses doigts frôlant presque le bord. Ne touche pas à ça, dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Monsieur Carter se tenait là. Et pour une fois, sa voix n'était pas froide. Juste du silence. J'ai dessiné ça il y a longtemps. Elle hocha lentement la tête. Elle a l'air perdue. Elle l'était, dit-il. Un long silence. Elle l'était peut-être encore. Puis il fit demi-tour et partit, la laissant essoufflée, confuse et plus méfiante que jamais. Cette nuit-là, Atso 23 lui envoya un message. Avez-vous déjà voulu dire la vérité à quelqu'un, mais avez-vous eu peur qu'il parte dès que vous l'avez fait? Elle a tapé une réponse. Elle l'a supprimée. Elle a retapé. Supprimé à nouveau. Et finalement envoyé. Seulement tous les jours. À l'autre bout du manoir, Eden était assis dans son bureau faiblement éclairé, lisant son message. Il se laissa aller au fond de sa chaise, les yeux fixés sur le dessin d'elle qu'il gardait sous clé dans son tiroir. C'est elle, murmura-t-il. Ça a toujours été elle. Les jours suivants passèrent comme un rêve étrange, mi-conte de fées, mi-roman policier. Ella se réveillait chaque matin dans un lit trop mou pour paraître réel, des lustres propres plus hauts qu'elle, et passait sur la pointe des pieds devant des rideaux de velours qui coûtaient probablement plus cher que toute sa garde-robe. Mais le véritable luxe le mystère. Car chaque minute passée dans le manoir Carter la convainquait davantage qu'Eden Carter, le milliardaire grincheux, silencieux et trop beau pour son bien, n'était autre que Atso 23. Son Atso 23. Celle qui partageait des citations sur le chagrin d'amour à 2 heures du matin. Celle qui lui avait dit un jour que même quand personne ne l'écoute, son silence écrit de la poésie. Il avait dit ça juste après qu'elle ait posté un croquis désordonné de sa mère endormie sur le canapé. À l'époque, elle était tombée amoureuse de lui pour ça. Maintenant, elle était soit en train de sombrer dans un fantasme, soit en plein milieu d'un fantasme. Tout a commencé par de petites choses. La façon dont Eden caressait le bord d'une page avec ses doigts lorsqu'il réfléchissait, comme Atso 23 l'avait décrit un jour en dessinant. La copie exacte d'un tableau qu'il avait partagé sur le forum était accrochée dans le couloir de l'aile. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est entrée dans la bibliothèque et a aperçu un carnet relié en cuir avec les initiales AS coincées entre 2 gros volumes. AS Atso. Ou juste une coïncidence. Elle tendait la main. Il le fallait. Bon. Plus tard dans la soirée, Ella époussetait la rampe du grand escalier lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna vivement. Eden l'observait. Pas avec la froideur habituelle, mais avec une douceur plus grande. Curieux. J'étudie. Tu as oublié quelque chose, dit-il en désignant une balustrade qu'elle venait de nettoyer 2 fois. Elle se mordit la lèvre. Tu inspectes mon travail, là? J'inspecte tout chez moi, répondit-il froidement. Mais il y avait une pointe d'humour dans sa voix. À peine. Comme un murmure. Elle croisa son regard. Y compris ton art. Il cligna des yeux. Juste une fois. Excusez-moi. Elle a paniqué. Pourquoi avait-elle dit ça? Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Je parle des croquis que j'ai vus. Dans l'entrée.
Ils sont vraiment bons. Il est resté silencieux un peu trop longtemps. Ensuite, je ne dessine pas. Mais sa voix tremblait légèrement. Elle pencha la tête. Tu devrais. Tu serais doué pour ça. Sur ce, elle s'éloigna, avant de pouvoir dire quelque chose d'encore plus incriminant, comme, dis-moi, tu es secrètement mon âme sœur sur Internet, en train de te faire passer pour une PDG sans cœur. Ce soir-là, elle se connecta au forum plus tôt que prévu. Attendant. Pas encore de message. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Commencez à dessiner. Vous êtes-vous déjà demandé si la personne à qui vous parlez en ligne pourrait passer devant vous dans la vraie vie, sans que vous ne le sachiez jamais? Quelques secondes plus tard, il a répondu, Arsoul 23. Parfois, je me dis qu'elle l'a déjà fait. Son cœur fit un bond. Sa main se glaça sur la souris. Elle fixa la réponse si longtemps que l'écran s'assombrit. Quand elle a finalement répondu, ses mains tremblaient. Le lui dirais-tu si c'était vrai? Amdar 23. Si je le faisais, elle me détesterait peut-être. Ou alors elle pourrait partir. Dans tous les cas, je la perdrais. Elle n'a plus répondu après ça. Parce qu'au fond, elle le savait déjà. Et elle ne savait pas non plus ce qu'elle allait faire. Le lendemain matin, une tempête gronda, tel un avertissement de l'univers. La pluie martelait les vitres du manoir. Le personnel s'empressa de fermer les portes de la terrasse et de récupérer les coussins du jardin. Ella fut envoyée vérifier le studio du 3e étage, une pièce où personne n'entrait jamais. Elle hésita devant la porte, puis la poussa lentement. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux dansant au gré de la brise. Au centre se dressait un chevalet. Une toile. À moitié recouverte d'un tissu blanc. Elle ne devrait pas. Mais elle le fit. Elle souleva lentement le tissu et haleta. C'était elle. Un croquis, encore inachevé, la représentant assise sur les marches arrière du manoir, les genoux serrés, les cheveux retombant sur son visage. Elle se souvenait de cette nuit-là. C'était il y a 2 semaines. Elle avait pleuré après avoir parlé à la pharmacie des factures croissantes de sa mère. Comment? Elle entendit un craquement derrière elle. Aidan se tenait à la porte. Il n'avait pas l'air en colère. Juste pris au dépourvu. Je te l'avais dit, dit-il doucement. Reste à l'abri du Vendée. Ella avait la bouche sèche. C'est toi qui as dessiné ça. Une pause. Oui. Pourquoi? Une autre pause. Je ne sais pas. Mais sa voix tremblait. Elle passa devant lui en silence, le cœur brisé, épanoui et se tordant à la fois. Cette nuit-là, aucun message n'est arrivé. Ni d'Atso 23, ni de personne. Seul le silence. Et le bruit du tonnerre, résonnant dans les battements de son cœur. Le lendemain matin fut trop calme. Pas de chant d'oiseaux. Pas de bourdonnement du jardinier. Pas même le cliquetis habituel des marmites du chef dans la cuisine lointaine. Juste un silence pesant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Elle marchait sur la pointe des pieds dans les couloirs, sa serpillière à la main, mais l'esprit à 1000 lieues de là. Elle n'avait pas dormi. Comment aurait-elle pu? Le dessin la hantait. Elle était dans son cœur. Ce n'était pas seulement son visage, c'était son âme qui était capturée sur cette toile. Et pire encore. Elle aimait ça. Elle voulait que ce soit vrai. Que l'homme derrière ce regard froid était aussi celui qui était resté éveillé auprès d'elle pendant la nuit virtuelle où sa mère était malade. Celui qui lui avait cité des poèmes et l'avait interrogé sur son souvenir d'enfance préféré. Mais elle n'en était pas sûre. Pas encore. En milieu de matinée, alors qu'elle époussetait la bibliothèque des invités, elle fit tomber par mégarde une petite boîte décorative d'une étagère. Elle claqua bruyamment et le couvercle s'ouvrit brusquement. À l'intérieur, des lettres. Vieilles. Intactes. Curieuse, elle les parcourut. Des croquis, des notes sur les ombres et la lumière. Puis elle le vit. Un papier avec un nom d'utilisateur griffonné sur la tranche. Amdar 23. Son souffle s'accéléra. Elle remit le mot à l'intérieur, son pouce accélérant. C'était fini. La preuve. Eden Carter, le mystérieux milliardaire pour qui elle travaillait, était son secret de fin de soirée. L'homme avec qui elle avait ri, pleuré et confié ses rêves.
L'homme dont elle était tombée amoureuse. Elle n'avait pas voulu faire ce qu'elle a fait ensuite. C'était une impulsion. Curiosité. Peut-être un peu de folie. Elle se retrouva à marcher vers l'aile, le seul endroit qui lui était interdit. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, le studio était vide. La lumière du soleil se répandait sur le parquet en longues lignes dorées. Elle entra comme une voleuse, le cœur battant. Il y avait des carnets de croquis empilés, des chevalets avec des portraits à moitié dessinés, et un grand dressing au fond. Elle l'ouvrit. Et je me suis figé. Il y avait des dizaines de portraits à l'intérieur. D'elle. Certaines subtiles, comme sa silhouette marchant dans le jardin. D'autres intenses, comme ses yeux scrutant son âme. D'autres, si belles qu'elle la faisait pleurer. Elle se retourna lentement. Eden se tenait derrière elle. De nouveau. Mais cette fois, il n'avait pas l'air en colère. Il semblait exposé. Comme si quelqu'un lui avait arraché le masque et l'avait laissé nu. Tu le savais, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Je n'en étais pas sûr jusqu'à maintenant. Silence. Il entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Je n'avais pas prévu ça. Elle croisa les bras, mais sa voix tremblait. Alors pourquoi moi? Ses yeux étaient fatigués. Vulnérables. Parce que tu m'écoutais. Et tu ne savais pas qui j'étais. Tu ne voulais rien de moi. Ni l'argent, ni le pouvoir. Juste moi. Elle sentit une vive tension dans sa poitrine. Mais tu as menti. Je n'ai jamais menti, dit-il doucement. Je ne t'ai juste pas tout dit. Ses mains tremblaient. C'est toujours un mensonge. Il la regarda comme si elle était la seule chose réelle au monde. J'avais peur, et là. Elle tressaillit en entendant son nom sur ses lèvres. Ça semblait étrange. Trop intime. Tu es toujours si maître de toi, murmura-t-elle. Si méfiant. Pourquoi me cacher derrière un écran? Parce qu'en ligne, je n'étais pas Eden Carter. J'étais juste un homme qui ressentait à nouveau. Les larmes lui piquaient les yeux. Tu m'as donné confiance en toi. Tu m'as donné envie de t'aimer. Elle s'arrêta. Trop tard. Les mots étaient sortis. Son souffle s'arrêta. Je t'aime aussi, dit-il. Dans les deux mots. Elle recula. Ne fais pas ça. Pourquoi pas? Parce que je ne sais pas lequel est le vrai. Celui qui me gronde parce que je dépasse les bornes ou celui qui partage des poèmes à minuit. Je suis les deux, dit-il. C'est ça le problème. Le silence s'éternisa, pesant et douloureux. Puis elle posa la seule question qu'elle n'aurait pas dû poser. Tu allais me le dire un jour? Eden détourna le regard. Et ce fut une réponse suffisante. Ella cligna des yeux et se retourna pour partir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, il murmura, je ne voulais pas te perdre. Elle ne s'est pas retournée. Alors tu n'aurais pas dû te cacher. Cette nuit-là, elle ne s'est pas connectée. Lui non plus. Le silence entre eux n'était plus numérique. Il était réel. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit vraiment seule. Le manoir semblait plus froid maintenant. Non pas à cause de la climatisation ou du grondement lointain du tonnerre sur la ville, mais à cause de lui. Depuis la confrontation en studio, Ella avait à peine vu Eden. Il avait disparu dans son bureau, refermant encore plus fort la porte émotionnelle qui les séparait. Le mystère, autrefois en devenir, s'était transformé en une douloureuse vérité. Elle était tombée dans le piège d'un mensonge, ou du moins d'un homme qui ne lui avait jamais dit toute la vérité. Et pourtant, une part d'elle-même attendait toujours son message. Toujours connectée au forum. Elle vérifiait encore son téléphone la nuit, espérant voir Atso 23 apparaître à l'écran. Mais rien ne venait. En bas, la maison grouillait de préparatifs. Eden organisait un dîner de charité pour les investisseurs et les élites, un événement qui a mis tout le personnel en émoi. Ella n'était pas chargée de servir les invités. On lui avait demandé de rester discrète, ce qui lui convenait parfaitement. Elle ne voulait pas le voir en smoking, charmé de riches donateurs tout en faisant comme si elle n'existait pas. Elle ne voulait pas qu'on lui rappelle à quel point leurs propos étaient différents. Mais le destin avait son propre sens de l'humour. Tout a commencé dans la cuisine.
Elle allait chercher des nappes dans le placard à provisions quand le chef Como l'a bousculée, une main couverte de fleurs atterrissant sur sa joue. « Oh !» « Désolé » s'écria-t-il en riant. « Tu ressembles à un fantôme maintenant. » Ella s'essuya le visage, riant malgré elle. « J'avais besoin de couleurs, de toute façon. » Il sourit en lui tendant une serviette. « Tu es la seule dans cette maison à rire comme un vrai être humain. Tout le monde est fait de glace. » Elle sourit doucement. « Certains d'entre nous sont simplement plus doués pour cacher les fissures. » Como pencha la tête. « Ça va, Ella ?» Elle hocha rapidement la tête. « Juste fatiguée. » Mais Eden était entré pendant l'échange, silencieusement, comme toujours, et s'était tenu près de l'étagère à vin, observant. Ses yeux se plissèrent en voyant Como se pencher plus près, riant toujours en époussetant la farine de son bras. Eden ne dit pas un mot. Mais ce regard froid et silencieux en disait long. 1 heure plus tard, Ella époussetait le bord de l'immense fenêtre de la salle de bal lorsqu'Eden s'approcha d'elle, sorti de nulle part. « Tu es amie avec Como » dit-il. Elle se figea. « Est-ce un problème, monsieur ?» Non, sa voix était monocorde. Juste observatrice. Elle se tourna vers lui, la voix sèche. « Eh bien, c'est plus facile d'être amical avec quelqu'un qui ne fait pas semblant de ne pas exister un jour pour esquisser votre visage le lendemain. » La mâchoire d'Eden se crispa. « Je ne voulais pas te blesser. »« Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Il ouvrit la bouche, mais elle s'écarta avant qu'il puisse parler. Elle n'était pas prête à entendre d'autres excuses. Pas encore. La soirée se déroula dans un tourbillon de verres qui trinquaient et de rires polis qui n'atteignirent personne. Ella restait la plupart du temps dans l'ombre, pliant des serviettes et nettoyant au besoin. De loin, elle aperçut Eden debout près du piano à queue, en train de discuter avec une femme en robe à paillettes. La femme rit et lui toucha le bras d'un air espiègle. Ella détourna le regard. Ce n'était pas de la jalousie. C'était une douleur profonde et brûlante, provoquée par le fait d'aimer quelqu'un qu'on ne pouvait même pas revendiquer. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités et le profond silence qui régnait dans la maison, Ella se retrouva sur la terrasse arrière. Il avait encore plu, et l'odeur de la terre mouillée montait dans l'air comme un parfum. Elle s'assit sur les marches, les genoux serrés contre elle, comme il l'avait dessiné autrefois. Puis elle entendit des pas. Elle se retourna. C'était lui. Eden se tenait à quelques mètres, les manches de sa chemise retroussées, un verre d'eau à la main. Sans prétention. Sans masque de milliardaire. Juste un homme. « Je ne pensais pas que tu serais encore éveillé, » dit-il doucement. « J'ai dû dormir dans une maison qui ne se repose jamais, » répondit-elle. Il ne s'est pas rapproché. Mais il n'est pas parti non plus. « Je ne suis pas doué pour ça, » a-t-il finalement dit. À quoi? Être vrai. Avec les gens. Avec toi. Elle a fixé le jardin. Tu étais sincère avec moi. En ligne. Je l'étais, acquiesça-t-il. Parce que je ne pensais pas que ça aurait d'importance. Je ne pensais pas qu'on se rencontrerait un jour. Et puis tu es arrivé ici. Et soudain, la fille derrière les messages était vivante. C'est marrant. Plus fort que je ne l'imaginais. Et j'ai paniqué. Tu aurais pu me le dire. Je sais, murmura-t-il. J'avais peur. Parce qu'au moment où tu as su qui j'étais, j'ai cru que tu partirais. Peut-être, admit-elle. Mais pas toi. Elle le regarda alors. Il avait vraiment l'air. Pour la première fois, il ne ressemblait pas à un PDG. Il ressemblait à un homme à qui elle manquait. Un homme qui essayait. Ella se leva et épousseta son pantalon. « Tu l'aimes » demanda-t-elle soudain. Il cligna des yeux. « Qui ?»« La fille que tu as croquée. Celle sur tous ses portraits. » Sa voix était rauque lorsqu'il dit « Je crois que je l'ai toujours fait. » Elle s'avança, assez près pour entendre sa respiration saccadée. « Alors peut-être, » murmura-t-elle, « tu devrais lui dire ça. Pas par des dessins. Ni par des pseudonymes. Mais ici. Maintenant. » Eden posa son verre. « Je t'aime, Ella, » dit-il. Elle sourit, douce amère. « Bien. Maintenant, essaie de le dire sans le manoir. Sans l'argent. Sans les ombres. » Il hocha lentement la tête.
Et pour une fois, il avait l'air prêt. Ce soir-là, elle ne consulta pas ses messages. Elle n'avait pas à le faire. Car pour la première fois depuis le début, elle savait qui était de l'autre côté. Et cette fois, il ne se cachait pas. Le lendemain matin, tout semblait différent. Ella s'est réveillée avant le réveil. La lumière du soleil filtrait par la petite fenêtre de sa chambre. Mais au lieu de la terreur habituelle qui la suivait comme une ombre, elle sentait un étrange battement dans sa poitrine. Espoir. Excitation. Elle n'était pas sûre. Elle n'avait pas revu Eden depuis leur conversation sur la terrasse. Mais ces 3 mots résonnaient encore à ses oreilles. Je t'aime, Ella. Ils semblaient réels. Pas répétés. Pas filtrés par un nom d'utilisateur anonyme. Juste honnête. Humain. Et chargé de sens. Elle sourit en attachant ses cheveux en queue de cheval et s'engagea dans le couloir. Espérant presque qu'il réapparaisse près de l'escalier. Ou de la cuisine. Ou la roseraie où il aimait dessiner en secret. Mais au lieu de cela, elle rencontra quelqu'un d'autre, Madame de Vica. La chef du personnel. Alias la reine du manoir au regard froid et au chignon serré. Ella eut à peine le temps de la saluer qu'on lui tendit une enveloppe blanche impeccable. « Je te suggère de faire tes bagages avant le déjeuner, » dit de Vica d'une voix aussi sèche que le pli de sa langue. Ella cligna des yeux. « Ah bon? On te démet de tes fonctions? » Ordre de Monsieur Carter. Les mots tombèrent comme des briques. « Non, » murmura Ella. « Ça, il ne le dirait pas. » De Vica soupira, comme si Ella était une enfant demandant d'où venait la pluie. « Ce ne sont pas mes affaires, ma chère, mais si tu me permets un conseil, la prochaine fois, n'essaie pas de grimper là où tu n'es pas à ta place. » La poitrine d'Ella se serra. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un chèque représentant 3 mois de salaire et une lettre signée du nom d'Eden. Ancien. Froide. Distante. Comme si elle n'avait jamais compté. Les heures qui suivirent furent floues. Elle fit ses bagages en silence. Les autres employés l'observèrent de loin. Personne ne posa de questions. Personne ne dit au revoir. Même Como évita son regard. Elle déposa son carnet de croquis, celui où elle avait dessiné tous ses rêves, au fond de son sac. À midi, elle se tenait devant la porte d'entrée, sac à dos en bandoulière, le regard fixé sur la longue allée. Était-ce ainsi que tout cela s'était terminé? Une confession. Un moment d'honnêteté. Puis l'exil. Les larmes brouillèrent sa vision. Elle se retourna pour jeter un dernier regard au grand lustre, à l'escalier de velours, au couloir qui menait à l'atelier où il l'avait dessiné à maintes reprises. Puis elle sortit. La pluie l'attendit jusqu'à ce qu'elle atteigne le portail principal. Il pleuvait comme si le ciel la pleurait aussi. Elle n'avait pas de parapluie. Elle s'en fichait. Elle marcha jusqu'à ce que ses chaussures soient trempées, ses cheveux collés à ses joues et sa gorge brûlante à force de crier. Il l'avait renvoyée. Il l'avait aimée, puis l'avait renvoyée. Ça n'avait aucun sens. À moins que quelqu'un d'autre ne l'ait forcé. Ce soir-là, Ella rentra chez sa mère, dans son petit appartement. Il faisait sombre et étouffant, le courant vacillait comme d'habitude. Sa mère sursauta en la voyant trempée, mais Ella s'effondra dans ses bras comme une enfant. Pour la première fois depuis des mois, elle pleurait sans se cacher. Pas de prétention. Pas de force. Juste du chagrin. Pendant ce temps, au manoir, Eden Carter se tenait dans son bureau, les yeux fixés sur la copie non signée de la lettre qu'il avait été contraint d'envoyer. Ses poings étaient serrés. Il n'avait pas voulu de ça. Mais son conseil d'administration l'avait découvert. Pour Ella. Pour la servante dont il était secrètement amoureux. À propos des images de surveillance le montrant en train de dormir dans le studio de l'aile et de se tenir trop près de l'employé. Sa réputation était en jeu. Le cours de la bourse aussi. Image de l'entreprise. Pouvoir. Maîtrisez vos émotions, et digne. Un des membres du conseil l'avait prévenu. Elle n'était pas de notre monde. Et donc, il avait fait un mauvais choix. Il avait choisi le silence. Il l'avait trahi avec une signature. Maintenant, elle était partie. Et il ne s'était jamais autant détesté. De retour dans sa petite chambre, Ella fixait son téléphone. Toujours pas de message.
Toujours pas d'Atsol 23. Elle a donc fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis le début, elle s'est connectée au forum. Et elle a tapé. Croquis d'étoiles. Tu as dit que tu m'aimais. Alors pourquoi m'as-tu laissé partir? Elle a appuyé sur « Envoyer ». Puis elle a attendu. Pendant des heures. Les petits points de frappe sont apparus, puis ont disparu. Et enfin Atsol 23. Parce que je pensais que te protéger signifiait te repousser. Mais je réalise maintenant que ça veut juste dire que je suis une lâche. Elle cligna des yeux, les larmes aux yeux. Alors sois courageux. Viens me trouver. Le lendemain matin, elle a plié du linge dans la chambre de sa mère lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Elle s'essuya les mains, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Et il était là. Caché. Debout dans le couloir d'un immeuble en ruine, les chaussures couvertes d'eau de pluie, les cheveux en bataille, les yeux injectés de sang, il tenait un bouquet de tournesol, ceux-là même qu'il avait peint dans son tout premier croquis. « Je ne suis pas venu en chef, dit-il. Ou un milliardaire. » Elle n'a pas parlé. « Je suis venu en tant qu'homme qui a commis la pire erreur de sa vie et qui prie pour que vous le laissiez réessayer. » Et là le fixa du regard. Il ne ressemblait en rien à l'homme froid qui commandait du verre de cristal et tirait des pieds étoilés. Il avait l'air humain. Fatigué. Plein d'espoir. Et complètement amoureux. Elle s'écarta. Avant que les voisins ne pensent que je passais une audition pour une série dramatique, dit-elle avec un demi-sourire. Il poussa un soupir de soulagement. Et pour la première fois, ils entrèrent dans le monde réel de l'autre. Ils s'attendaient à un jugement. Au rejet. Peut-être même qu'une porte lui claqua au nez. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était sa mère. « Entrez », dit la femme en repoussant ses cheveux gris et stricts en arrière, le regardant avec méfiance. Mais ne croyez pas que les fleurs résolvent tout. Surtout pas les tournesols. De nos jours, ils fanent plus vite que l'amour. Et là étouffa un rire. Eden entra dans l'appartement exigu, et aussitôt, une odeur de thé à la cardamome et de naphtaline le frappa. Le papier peint se décollait dans les coins, et un vieux ventilateur sur pied ronronnait dans le salon comme s'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique. Il ne semblait pas à sa place. Et il le savait. Il n'avait rien à faire ici. Pas dans ce monde de tasses ébréchées et de meubles d'occasion. Mais il n'était pas là pour s'intégrer. Il était là pour Ella. Ils étaient assis, maladroitement, autour d'une table basse trop petite. La mère d'Ella croisa les bras et l'observa comme un inspecteur de police ayant toujours été déçu par les hommes. C'est ce qu'elle dit. C'est toi qui as brisé ma fille. Eden déglutit difficilement. Oui, madame. C'est aussi toi qui l'as fait te dessiner dans son sommeil, fredonner tes poèmes stupides et attendre près de son téléphone comme une romantique désespérée. Il tressaillit. Oui. Elle se pencha en arrière. Et maintenant, tu es là. Pour faire quoi, exactement? Il prit une grande inspiration. Pour réparer ce que j'ai brisé. Et lui prouver, et à toi aussi, que je ne suis pas un homme gâté se cachant derrière un empire. La mère d'Ella inclina la tête. Et comment comptez-vous vous y prendre, monsieur Carter? Lui acheter un manoir? Faire un chèque pour son pardon? Non, dit-il fermement. Cette fois, j'ai apporté quelque chose que je n'ai jamais offert à personne. Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Ma vérité. Il regarda alors Ella, et le mot se réduisit à elle. J'ai été élevé dans une maison où les sentiments étaient perçus comme une faiblesse. Mon père a construit des murs au lieu de nouer des relations. J'ai hérité de son argent et de ses peurs. Mais quand je t'ai rencontré, même derrière un écran, j'ai recommencé à ressentir. Le regard d'Ella était doux, indéchiffrable. Tu m'as donné envie d'être plus qu'un PDG. Tu m'as donné envie d'être connu. Et je ne savais pas comment gérer ça. Alors je me suis caché. Tu as menti, corrigea-t-elle doucement. Oui, a-t-il admis. Je l'ai fait. Et je le regrette chaque jour. Sa mère le fixa encore un moment. Puis soupira. Tu cuisines? Il cligna des yeux. Pardon? Tu veux épouser ma fille? Tu ferais mieux de savoir rouler des porotas. Ou au moins récurer une casserole. Il sourit pour la première fois depuis des jours. Je peux apprendre, grogna-t-elle. On verra.
Au cours de la semaine suivante, Aidan retourna à l'appartement tous les jours. Il venait sans garde du corps, sans chauffeur et sans costume. Juste un jean, un carnet et parfois des encas. Il apprit à faire du chais, mal, à plier le linge avec Ella, pire encore, et aida sa mère à réparer le placard de cuisine cassé, étonnamment bien. Il riait beaucoup. Surtout quand il faisait brûler des toasts, oubliait de saler les lentilles ou coupait des mangues comme un criminel. Et pour la première fois, Ella le vit à la lumière de la vraie vie. Pas de lustre. Pas d'armure sur mesure. Pas de titre. Juste Aidan. Et elle l'aimait encore plus pour ça. Mais tout le monde n'était pas content. Un après-midi, alors qu'ils se rendaient ensemble à la librairie du coin, une voiture noire s'est arrêtée à leur hauteur. Une vitre teintée était baissée. L'assistante d'Aidan, Kara, se pencha. Son discours staccato. Le conseil est en séance d'urgence. Tu dois venir maintenant. Il secoua la tête. L'horaire. Monsieur, dit-elle à voix basse. Ils menacent de vous faire voter. Ils veulent votre démission si vous ne respectez pas les attentes en matière d'image. Ella se figea. Attentes en matière d'image. Ils disent que tu t'es trop éloigné de la marque, ajouta Kara. La mâchoire d'Aidan se serra. Il regarda Ella, puis de nouveau Kara. Dis-leur que je serai là dans 1 heure. Kara hésita. Puis acquiesça et partit. Ella resta silencieuse un moment. Alors, dit-elle, ils veulent te virer parce que tu m'aimes. Ils peuvent essayer, dit-il. Mais tu tiens à ton entreprise. Je tiens encore plus à toi. Mais il s'arrêta et lui fit face. Si être avec toi m'a coûté tout ce que j'ai construit, alors je construirai quelque chose de nouveau. Ses yeux brillaient. Tu n'as pas à choisir, murmura-t-elle. Mais ils savaient tous les deux qu'ils pourraient être obligés de le faire. Ce soir-là, il s'assit de nouveau auprès d'Ella et de sa mère. Cette fois, il n'apporta pas de fleurs. Il apporta des nouvelles. Je pourrais démissionner. La mère d'Ella cligna des yeux. De milliardaire. Non, ricana-t-il. De diriger l'entreprise. Du moins pour l'instant. Ella secoua la tête. Tu ne peux pas. Si, je peux, dit-il. Parce que j'ai passé des années à bâtir un empire qui m'était égal, et des mois à me cacher de la seule chose que je faisais. Elle lui prit la main. Et ton nom? Ta réputation? Il la serra doucement. Le seul nom qui m'importe, c'est celui que tu m'as donné avant même de savoir qui j'étais. À 23 ans. Des larmes coulaient de ses cils. Sa mère toussa bruyamment. Je te jure, si l'un d'entre vous ne me demande pas en mariage bientôt, j'appelle GoTV et je vends moi-même cette histoire comme une série dramatique. Ils rirent. Et la tension retomba. Mais l'épreuve finale eut lieu le lendemain matin. Aidan retourna à son bureau pour la réunion du conseil d'administration. 30 cadres l'ont dévisagé. L'un d'eux s'est levé. Vous avez compromis l'image de l'entreprise. Je sais. Tu as fraternisé avec un employé. Je suis tombé amoureux d'une femme. Pas un titre. Ils murmurèrent. Un autre demanda, et que comptez-vous faire pour la presse? Aidan se redressa. Je publierai une déclaration. Pour dire au monde que, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté mon cœur. Et j'en assumerai les conséquences. Silence. Puis quelqu'un applaudit. Lentement. D'autres se sont joints à nous. Pas tous. Mais suffisamment. Assez pour le laisser rester, mais à ses conditions. Il sortit de cette pièce libre. Libéré de la peur. Libéré de la clandestinité. Libre d'aimer. 3 jours après sa victoire au conseil d'administration, Aidan se retrouva au cœur d'une affaire bien plus effrayante qu'un sabotage d'entreprise. Une cérémonie de fiançailles pakistanaise. Il portait un kota blanc immaculé, se tenait pieds nus sur un tapis délavé et observait les dizaines de femmes entassées dans la cour de la nounou d'Ella, toutes armées de départ, de ragots et d'une intense curiosité pour le prétendant d'Ella, à l'allure féminine. Ella l'avait prévenu. Ma famille est extraordinaire. Il avait ri. Maintenant, il ne riait plus. Il était encerclé. Aidan Beta, appela tante Raïla d'une voix forte, en contractant ses biceps avec la subtilité d'un lutteur. Tu fais du sport,
ou c'est juste des muscles de milliardaire? Oh. Tu manges épicé? Cria une autre tante derrière une assiette géante de biryani. Nous ne voulons pas d'un Doha qui pleure pour des piments verts. Quelqu'un lui a fourré l'assiette dans les mains. Quelqu'un d'autre lui a attaché un fil rouge au poignet. Quelqu'un lui tendit un cornichon à la mangue dans une cuillère et le mit au défi de le manger en scandant « Joie joie et la colo ikuma ». Ella était assise dans un coin, cachant son rire derrière ses mains, observant Eden se débattre dans un chaos culturel avec une humeur étonnamment bonne. Il ne broncha pas quand le cornichon à la mangue le toucha. Il ne courut pas quand la porte s'ouvrit. Il dansa même, faiblement, mais avec un engagement total. Et Ella sentit son cœur se gonfler. Plus tard dans la soirée, elle le trouva assis seul dans la cour, son manteau légèrement taché par les guerres de racines et ses cheveux en bataille à cause des pétales de fleurs. « Tu as survécu », le taquina-t-elle en lui tendant un verre de lassi. « À peine », sourit-il. « Sont-ils toujours comme ça ? Pire encore au mariage. » Il prit une gorgée et sourit doucement. « Je n'ai jamais connu une famille comme celle-là. Bruyant. Désordonné. Réel. Tu détestes ça. Moi, je crois que j'adore. » Elle s'assit à côté de lui. Il la regarda. « Je pensais ce que j'ai dit à ta mère. Je ne veux pas que toi. Je veux tout ça. Tout. Les cornichons à la mangue, les tantes curieuses, même les deux cousins bruyants. Tu le regretteras quand ils emménageront, dit-elle d'une voix rauque. Ils rirent tous les deux. Puis un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais profond. Soudain, tante Samina fit irruption par la porte moustiquaire. Viens vite. Nani me demande où est la bague. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. La bague. Eden cligna des yeux. Quelle bague? Tante Samina parut scandalisée. Tu n'avais pas apporté de bague de fiançailles. Ella rougit. Nous n'étions même pas officiellement ensemble. Mais Eden fouilla dans sa poche et en sortit une minuscule boîte en velours. La cour entière se figea lorsqu'il s'approcha d'Ella, s'agenouilla, encore couvert de taches sèches, et ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague simple. Élégante. Sans prétention. Un seul saphir serti dans de l'argent. La couleur de notre ciel nocturne préféré. Tout le monde en resta bouche bée. Les tantes pleuraient. Les cousines prenaient des selfies en arrière-plan. Et Eden, avec toute l'humilité et le cœur qu'elle avait appris à aimer, dit « Je n'avais jamais prévu de faire ma demande ici. Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Alors, Ella, vas-tu gâcher l'éternité avec moi ?» Ella rit à travers ses larmes. Oui. La cour s'est enflammée. Quelqu'un a crié, a de nouveau appelé le portier. Ce soir-là, bien après le départ des invités et la fin des rires, Eden et Ella se tenaient sous les guirlandes lumineuses accrochées sur le toit. Elle leva les yeux vers lui. « Tu es sûr de tout ça » murmura-t-elle. Il lui prit la main. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Même si je brûle du pain grillé. Même si ta tante déménage. Même si je pleure devant les publicités. » Il l'embrassa sur le front. Surtout à ce moment-là. Mais juste au moment où tout semblait parfait, un coup retentit dans la maison. Ella ouvrit la porte d'entrée. Je restai figé. Une grande femme se tenait là, vêtue d'un élégant manteau noir, un dossier à la main. « Je cherche monsieur Eden Carter », dit-elle. Eden s'avança. La femme esquissa un sourire crispé. « Je suis son ex-fiancé. » Ella fixa la femme à la porte, le souffle coupé. La femme était belle, intimidante. Pommettes saillantes, vêtements sur mesure, parfum bon marché qui persistait avant même qu'elle ne pénètre à l'intérieur. Et elle venait de prononcer les 4 mots qu'elle n'aurait jamais imaginés. Je suis son ex-fiancé. Le visage d'Eden était devenu pâle. Il s'avança lentement. Clara. Le sourire de Clara était crispé. Bonjour, Eden. Ça fait longtemps. Ella les regarda tour à tour, la pose changeante. Vous étiez fiancés. Clara la regarda pour la première fois, ni cruellement, ni gentiment. Juste avec intérêt. Nous étions fiancés. Il y a 2 ans. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent pour se retrouver. Et maintenant, je vois que c'est toi qui l'as trouvé. Eden regarda Ella, puis Clara.
Ce n'est pas le moment. Clara haussa un sourcil. Non. J'ai fait tout ce chemin pour remettre quelque chose en main propre. Elle sortit une fine enveloppe de sa chemise en cuir et la posa sur la table comme une carte au poker. Ella y jeta un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Clara croisa les bras. Un contrat. Votre cher milliardaire m'a promis des droits partiels sur une transaction immobilière. Par écrit. Avant son départ. Et je suis là pour m'assurer qu'il le respecte. Ella se tourna vers Eden, dont la mâchoire était serrée. Je n'ai jamais rien signé, dit-il. Mais tu as promis, rétorqua Clara. Juste avant de partir peindre les portraits des filles de l'équipe. L'insulte m'a blessé. Ella ne broncha pas, mais sa mère, debout derrière elle, si. Excusez-moi, dit-elle en s'avançant. Mais dans cette maison, on ne fait pas d'ombre au talon. Clara ne sia pas. Mais la tension était palpable. Ella intervint. Quels que soient vos problèmes avec Eden, adressez-vous à son bureau. C'est chez moi. Clara la fixa du regard. Et pendant une seconde, juste une seconde, son expression s'adoucit. Tu es courageux, dit-elle. Je ne l'étais pas, quand je l'avais. Puis elle se retourna et sortit, ses talons résonnant comme le tonnerre. La porte se referma. Le silence retomba. Ella regarda Eden. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il se frotta le visage, visiblement épuisé. Parce que c'était fini. Parce que je n'aurais jamais cru qu'elle réapparaîtrait. Parce que j'avais honte. De quoi? De la façon dont j'avais laissé cette vie me contrôler si longtemps. Je me suis engagé parce que ça avait l'air bien sur le papier. Pas parce que j'avais ressenti quelque chose. Et quand je l'ai réalisé, j'ai couru. Elle étudia son visage. J'aurais compris, murmura-t-elle. Si tu me l'avais dit. Il s'est approché. Je sais. J'apprends. Trop lentement, peut-être, mais je le suis. Elle laissa échapper un soupir tremblant. Son cœur lui disait de rester. Mais son esprit était fatigué. Le lendemain matin, Ella partit se promener seule. L'air était frais, la rue encore humide d'une légère bruine. Elle s'arrêta au salon de thé près de l'école de son enfance, commanda 2 tasses et s'assit sur un banc, observant la vie se dérouler par couches successives. Des enfants avec des sacs à dos. Un homme vendant des journaux. Une femme se bat avec un conducteur de pousse-pousse. Simple et réel. Elle n'avait pas besoin de diamants ni de drame. Elle voulait juste la vérité. De la cohérence. Cœur. Son téléphone vibra. Un message d'Edgar sous le 23. Je veux te montrer quelque chose. Viens à la vieille gare à 17h. Elle la fixa du regard. Puis elle tapa. Si c'est une demande en mariage, tu ferais mieux d'amener Gulab Jamin. À 17h précise, elle arriva à la vieille gare. Elle était presque abandonnée, mais quelqu'un avait balayé le quai et allumé des lanternes. Eden se tenait près du bord, un carnet de croquis à la main. Il avait l'air nerveux. Je voulais te retrouver ici, dit-il, parce que c'est ici que je venais quand j'étais enfant. Ma mère m'emmenait ici quand j'étais contrarié. Elle me disait de faire attention au train. Ils partent toujours, mais reviennent toujours aussi. Ella sourit faiblement. Il ouvrit le carnet de croquis. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de pages, toutes dessinées à la main. Mais ce n'était pas seulement elle. C'était eux. Riant dans la cuisine. Assise sur son toit. Se disputant. Dansant mal. Même en se tenant la main devant ses tantes. Puisqu'elle ne savait pas qu'il avait mémorisé. Elles ne sont pas parfaites, dit-il. Mais ils sont réels. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il tourna la page jusqu'à la dernière. C'était une page blanche. Rien d'écrit dans un coin. Veux-tu finir ça avec moi? Il s'agenouilla. J'ai sorti une petite bague en argent torsadé. Pas brillante. Pas chère. Mais gravée de 2 minuscules lettres. EA, veux-tu m'épouser? Elle rit à travers ses larmes. Tu es tellement ringard. Je sais. Et tu es têtu. Douloureusement. Et je suis plutôt nul en cuisine. Je m'améliore. Elle secoua la tête en souriant, en pleurant, en riant. Et j'ai dit oui.
Le mariage était simple, une cérémonie dans un jardin illuminé de guirlandes lumineuses. Un long buffet garni de bocaux de cornichons à la mangue, offert par tante Samina. Eden portait un chawani. Ella avait du jasmin dans sa tresse. Sa mère pleurait. Comor préparait 3 gâteaux. Nani dansait, boiteuse mais le cœur rempli. Et tout le quartier était venu, non pas pour le milliardaire, mais pour le garçon qui avait autrefois porté des sacs de fleurs et appris à faire des rôtis comme un novice. Le soir de leurs noces, il lui remit le carnet de croquis. La dernière page resta blanche. Elle prit le crayon. Et les dessina tous les deux. Sur un banc. En train. Sous les mots. Les plus belles histoires d'amour ne s'écrivent pas, elles se vivent. Et leur histoire ne faisait que commencer. 2 ans plus tard, Ella se tenait pieds nus dans la roseraie du manoir, devenue sa roseraie, tenant un bambin couvert de douleur sur sa hanche tandis qu'un autre essayait de lui grimper à la jambe. Le 3e. Eh bien, il était devenu étrangement silencieux. Léo, appela-t-elle. Pas de réponse. Elle échangea un regard avec sa mère, assise sur un banc de jardin, sirotant un thé comme aux Jeux Olympiques. Je te l'avais dit sa mère sans même cligner des yeux. Ce sera l'avocat. Toujours à disparaître avec des preuves. Elle a gémi et se tourna vers les buissons. Léo la coupa. Si je te retrouve à dessiner sur la Rolls-Royce de papa, je te jure, cria une petite voix en retour, mais j'arrangeais les choses. Elle soupira. C'est ce que tu as dit la dernière fois. Derrière elle, 2 autres petits visages levèrent un regard innocent, avec leurs grands yeux et leurs mentons têtus, sans doute hérités de sa nounou, Ansami, qui tenait toujours le pinceau avec lequel il avait attaqué les nains de jardin. C'étaient ses enfants. Des triplés. La vie avait un sens de l'humour. À l'intérieur de la maison, Eden Carter, désormais semi-retraité et officiellement père à temps plein et dessinateur à temps partiel, essayait de parler sur Zoom avec son équipe éditoriale tout en tenant un perroquet parlant que Léo avait fait entrer clandestinement par la fenêtre du voisin. « Dites-moi que c'est un jouet » demanda le rédacteur en chef. « Non. » Réel. Respirant. Influe en insulte, répondit Eden. Le perroquet a crié, Eden est un tendre. Ella a fait irruption dans la pièce en riant. Elle a trouvé Léo. Eden a soulevé le perroquet. Et j'ai trouvé ce cauchemar. L'oiseau a gazouillé, j'aimais là. J'aimais là. Eden leva les yeux au ciel. Une trahison de la part de toutes les espèces de cette maison. Plus tard dans la nuit, lorsque le chaos se calma et que les triplés s'endormirent enfin, 2 dans leur lit et 1 par terre, un diadème sur la tête. Ella et Eden s'assirent sous les étoiles sur leur toit. Ce même toit où il lui avait un jour apporté des tournesols et des excuses. Maintenant, il était illuminé de guirlandes lumineuses, une couverture étendue sous eux et des bocaux de cornichons à la mangue transformés en photophores. Tante Sarmina avait insisté pour que ces cornichons soient conservés d'une manière ou d'une autre. Ella appuya la tête sur son épaule. « Je n'aurais jamais cru aimer une vie aussi compliquée, murmura-t-elle. Eden sourit en posant sa main sur la sienne. « Tu disais que tu n'étais pas fait pour les contes de fées. Et maintenant, je vis dans l'un d'eux. » Il se tourna vers elle. « On ne vit pas seulement dans un monde. On en écrit un. » Elle sourit doucement. « Je me souviens encore, dit-elle. Le jour où j'ai failli partir. Licencié. Oublié. Le cœur brisé. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, je passe mes matinées à interrompre des bagarres entre super-héros et princesses en pyjama. Et je ne les changerai pour rien au monde. Eden rit. Tu es toujours meilleur que moi pour les calmer. C'est parce que tu les soudoies avec des biscuits. Il marche. Et puis tu voles les biscuits. Il l'embrassa sur le front. Certaines choses ne changent jamais. Leur amour avait grandi discrètement. Pas de tabloïd. Pas de tapis rouge. Juste du linge plié à minuit. Des collations nocturnes avec trop de Nutella. Des gobelets à brosse à dents partagés. De la peinture sur les murs. De la musique dans la cuisine. Eden avait laissé son entreprise à son partenaire de confiance. Il dirigeait désormais une petite maison d'édition jeunesse depuis chez lui, publiant des livres inspirés des histoires du soir racontées à ses enfants. Ella avait commencé à donner des cours d'art au centre communautaire et illustrait elle-même un livre. L'amour dans un quota taché de peinture.
C'était drôle. Réel. Brut. Exactement comme eux. Un jour, un jeune journaliste est venu les intervieweurs pour un reportage local intitulé « Histoire d'amour moderne qui dure ». Elle regarda Eden et lui demanda « Si tu pouvais donner un conseil à ceux qui cherchent l'amour, quel serait-il » Eden sourit et dit « Ne cherche pas la perfection. Cherche quelqu'un qui embellit même tes défauts. » Puis la journaliste se tourna vers Ella. « Et vous » Ella réfléchit un long moment. Puis dit doucement « Choisissez la personne qui perçoit votre silence plus fort que vos paroles. » Tandis que le journaliste partait, Ella regarda les triplés dessinés sur les dalles du jardin à la craie de couleur. Léo a dessiné un train. Nor a dessiné une maison. Samy a dessiné des bonhommes allumettes se tenant la main. Elle sentit ses yeux lui piquer légèrement. Tous les morceaux brisés de son ancienne vie étaient devenus cette mosaïque d'amour, de rire et de matins chaotiques. Et même maintenant, parfois, le soir, elle ouvrait son vieux carnet de croquis. La dernière page. Encore vierge. Parce qu'ils étaient encore en train de l'écrire. Un jour, elle a pensé à le dessiner. Peut-être avec les triplés en arrière-plan. Peut-être avec des cornichons à la mangue sur la table. Peut-être avec l'arrivée de tante Samina. Mais pour l'instant, elle vivait simplement. Chaque instant glorieux, épuisant et enrichissant. Parfois, la vie ne nous offre pas un conte de fées. Elle nous offre une histoire d'amour chaotique, bruyante et imparfaite. Et si vous avez de la chance, c'est encore mieux.